Alors bonjour tout le monde, bienvenue à cette cinquième émission, cinquième podcast de Derrière le marbre. Merci aux gens du POP de l'Université Laval de nous accueillir pour ce podcast. Les invités d'aujourd'hui, vous les connaissez très bien, ce sont deux visages très connus dans le monde du baseball, pas seulement à Québec, mais je pense qu'au Québec. Patrick Scalabrini, gérant des Capitales de Québec, TJ Stanton, gérant des Aigles de Trois-Rivières. Messieurs, bonjour. Bonjour. Merci d'être venus. Je vais juste expliquer aux gens, on a demandé à TJ de répondre en anglais aux réponses. Je pense que, puis d'ailleurs, on salue les efforts parce que TJ a appris le français au cours des dernières années. Il se débrouille très bien. Mais on a dit à TJ, on va répondre en anglais pour mieux exprimer sa pensée. Je pense que si jamais, dans le monde du baseball, de toute façon, les termes se ressemblent, je pense que les gens vont très bien comprendre ce que TJ aura à nous dire. Depuis le début du podcast, à chaque fois qu'on a des invités, j'aime leur demander d'où vient leur passion du baseball. Puis Pat et moi, on est un peu dans les mêmes âges. On est de la génération hockey l'hiver, baseball l'été. Pat, est-ce que c'est le baseball, est-ce que ça vient des expos, cette passion-là, ou c'est autre chose? Y a-tu quelqu'un qui a fait en sorte que tu as accroché à ce sport-là très, très jeune? Mais en fait, c'est un petit peu des deux, bien honnêtement. C'est sûr que j'ai commencé un petit peu plus jeune où je jouais toujours avec ma famille. Ma mère jouait au softball. On allait la voir jouer quand j'étais petit, je me rappelle, au petit parc à Waterville. Donc, ça provient un petit peu de là. Et puis par la suite, avec mon frère qui est 2 ans plus vieux, c'était les étés classiques où on s'affrontait un contre l'autre tous les jours, à peu près toute la journée. On se lançait toutes nos forces sur le côté de la maison qui était pas mal magané après un bout de temps. Et puis jumelé, bien sûr, au bon vieux match à la radio en écoutant la voix de Jacques Doucet, parler des expos, parler de tout ça. Donc, tout ça a grandi un petit peu ensemble. TJ? Pas la même chose, mais sérieusement, toute ma vie, j'ai fait le baseball card tout le temps. J'ai joué Little League depuis 5 ans avec ma famille tout le temps dans in the neighborhood, just playing baseball tout le temps. Yeah. Est-ce que le football prenait beaucoup de place? Est-ce que tu as eu un choix à faire à un moment donné? Mais comme toi, avec hockey baseball, c'est la même chose football baseball parce que it doesn't really overlap, so right at the end of the summer, bam, football, c'est commencé. C'est en deux. Ouais. Et puis, as-tu un choix à faire à un moment donné de dire je peux pas continuer les deux? I loved, j'aime jouer les deux sports, mais à 18 ans, j'ai fait une décision, c'est quoi pas de mon préféré, mais c'est quoi le meilleur futur avec le sport. C'est sûr, c'est baseball. Je suis un athlète crack, mais pas un vraiment bon athlète. Pour football, c'est pas de mon meilleure situation athlétique. Puis côté équipe favorite, joueur favori, toi qui as grandi en Floride? J'ai toute ma vie un fan de Cubs parce que c'est comme toi, chaque journée, chaque journée l'été, c'est sur WGN, Day Game, c'est correct. Harry Carey. Yeah, there you go. Mark Grace, Ryan Sandberg, Dawson, c'est mon équipe préférée. Vous êtes évidemment gérant d'équipe professionnelle, mais je pense qu'à quelque part, ça s'étire un peu sur aussi le poste de directeur général parce que vous faites du recrutement. À quel point, je vais commencer avec toi, Pat, à quel point c'est dur d'attirer des gens ou des joueurs au Québec, à Québec? Bon, évidemment, on se dirige vers la 20e année des Capitales. Il y a peut-être une certaine crédibilité qu'on ajoute à cette organisation-là. Mais est-ce que c'est encore difficile pour toi d'attirer des joueurs à Québec à cause de la langue, à cause peut-être une certaine crédibilité parce que les Américains ne savent même pas qu'on joue au baseball ici? De moins en moins, pour être honnête, là, ça va être ma 9e saison, je pense, que je fais ce boulot-là. Et puis déjà là, en 9 ans, j'ai vu une grosse différence là, au niveau de la facilité d'amener des gars ici. Je sais, même avant que je commence, c'était par moments très, très difficile de le faire. Pour différentes raisons. Il y a encore des gars qui voient ça comme le pôle Nord. Il y a encore des gars qui pensent qu'on utilise l'argent à Monopoly ici et tout ça. Donc, ce côté-là est plus tough. Mais maintenant, on est beaucoup plus reconnu autant pour une équipe où on va avoir une chance de gagner à tout le monde. Les gars savent qu'on va avoir une bonne équipe. Ils savent que c'est probablement la meilleure ville où jouer dans la Can-Am à tout le moins. Donc, ça
Ça a fait un bout de chemin, là, le bouche à oreille, si on veut. Là. Les joueurs qui ont joué dans la Ligue, pour la plupart, disent que c'est pas le meilleur endroit où jouer, un des meilleurs endroits où jouer dans l'indépendant. Donc ça nous a aidé énormément, comparativement à nos débuts où c'était plus difficile puis c'était moins connu un petit peu. Là. La langue, est-ce que y a-tu des gars qui encore ont peur parce que tout le monde parle français puis en se disant j'ai aucune connaissance de cette langue-là, ça arrive de temps en temps? Il y en a absolument. Il y en a que ça l'inquiète énormément. Il faut les rassurer beaucoup. Ceci dit, il y a également des gars qui viennent pour ça. Ouais. Donc, ce côté-là est positif également. Tu sais, je pense à un Eric Sikula qui est venu avec nous l'an passé, qui va revenir cette année fort probablement. Là. Mais c'est un gars qui tripait à voyager, qui voulait découvrir de nouvelles cultures, puis tu sais, un petit peu là, écrire sur ses expériences de vie par rapport au baseball. Donc, c'est des matchs parfaits. Même chose pour un James McCowan qui voulait venir découvrir la culture. Donc, ça nous permet, au contraire de certains Américains plus fermés d'esprit, ça nous permet d'aller en chercher par notre différence. TJ, Trois-Rivières, c'est une belle ville, mais c'est pas Québec au niveau population, peut-être au niveau d'attirer les joueurs. Est-ce que tu as trouvé ça plus difficile? Oui. C'est quasiment le désavantage pour le Capital, c'est la même chose pour les Aigles. Okay. Mais je pense que si tu c'était un joueur avec ton équipe, c'est jouer avec le prospect. A guy, he played with the Astros. He can vouch that it's a great city, a great experience. That helps immensely because some teams, dans les autres équipes dans le Can-Am, maybe players aren't as happy. Je suis sûr, I know that les joueurs avec le Capital sont contents avec les Aigles. So, c'est une tellement belle expérience. Si un joueur avec nous pour dire ça, c'est un gros avantage. C'est difficile si c'est un gars, c'est un cold call. There is disadvantages, mais je peux dire, hey, je suis un Américain. Trust me, it's great, blah, 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 blah. Je suis un Américain et je suis heureux ici. Ouais. J'habite ici parce que c'est incroyable, blah, blah, blah. Mais à la même temps, quand il allait sur le site web, c'est en français. C'est pas 100%, mais c'est a lot of guys from Arkansas don't really like this. Au niveau des joueurs québécois maintenant, évidemment, on a eu une période creuse. Là, on en a quelques bons qui sont dans les différentes organisations. Puis Jason Terrien a même participé à quelques matchs avec les Phillies. Est-ce qu'il y a puis je sais que vous êtes des bons amis, mais y a-t-il une rivalité Québec-Trois-Rivières, même Ottawa, pour les joueurs québécois qui sont disponibles? Ben, oui et non. C'est sûr que les deux... Parce qu'Ottawa, c'est loin d'être une priorité d'aller chez des joueurs québécois. On dirait que tu perds à Philippe Craig Saint-Louis. Oui, absolument, entre autres. Mais année après année, ils n'ont jamais fait d'efforts à ce niveau-là. Puis c'est correct, c'est pas une priorité pour eux. Nous et Trois-Rivières, évidemment, on se fait un devoir de faire tout ce qui est possible, en fait, pour avoir des joueurs québécois. Comme tu l'as mentionné un petit peu, on est encore un petit peu dans un creux de vague là, au niveau des joueurs québécois de niveau, si on veut. Là. Donc, on les connaît par cœur, on fouille pas mal, on veut en avoir. On est encore dans ce creux de vague-là, même si effectivement, il y a un petit peu plus de joueurs québécois maintenant dans les mineurs. Donc, on espère pour nous, peut-être pas pour eux, parce que ça voudrait dire qu'ils vont être libérés à un moment donné, mais on va évidemment tout faire pour les avoir avec nous le jour où ils seront libres. Parce que les joueurs québécois qui sortent des collèges américains, c'est un 30 sous dans les airs. Là. Tu veux dire, c'est pas garanti que le gars va être capable de jouer professionnel, que ce soit chez les Aigles ou chez les Capitales. Tu sais, ce qui est arrivé avec Phil Craig Saint-Louis, c'est presque, je dirais pas l'exception à la règle, mais c'est quand même assez rare qu'un gars peut t'en donner autant en sortant du collège, puis même si au collège, à la fin, ça allait plus nécessairement très bien non plus. Là. Exactement. Ouais. Si je peux me permettre, c'est... Comme tu l'as dit, c'est une chance sur deux que ça aille bien. C'est très, très difficile en sortant de l'université. Dans le cas de Phil, peut-être que son année de transition où il n'a pas joué immédiatement avec nous. Okay. Il a fait son université, il y a eu un an complète où il s'est entraîné peut-être, où il en est arrivé à une meilleure place dans sa tête peut-être. Donc, il nous est arrivé l'an dernier dans un meilleur état d'esprit, si on veut. Mais il y a des situations où ça ne fonctionnera pas. C'est sûr qu'on regarde beaucoup un gars qui sort d'un D1 puis qui a eu beaucoup de succès, on se doute qu'il va bien aller. Un gars qui est allé d'un junior college, par exemple, puis qui a été bon, là, on ne sait vraiment pas si ça va fonctionner. Puis si le gars n'a pas joué collégial américain, les chances sont très, très, très minces que ça puisse fonctionner. Okay.
Vous travaillez les deux dans le sport-études. Est-ce que le baseball, la relève au niveau du baseball québécois, est-ce qu'elle est très bonne présentement? Ben, chaque année, c'est mieux. C'est sûr. J'ai juste l'expérience 5-6 ans, mais c'est sûr, chaque année, c'est mieux. J'espère que ça commence plus dans baseball minor et le trickle down pour nous, mais j'espère que c'est le partisan de fans de comprendre. C'est, it doesn't help the kid if we just give every kid a chance to play. Like, it's not just. It's not just the next step after college. C'est un jump tellement difficile pour le gars qui jouait 3-4 ans dans Rookie A. Imagine-tu, juste aucune expérience comme ça. 22 ans, arriver pour l'équipe québécoise, c'est un rêve aussi, c'est le pressure aussi. C'est difficile, c'est tellement difficile. Au niveau de votre carrière de gérant, qui a eu le plus d'influence comme gérant dans votre carrière? Est-ce qu'il y a un nom tout de suite qui vient en tête, Pat, pour dire c'est vraiment ce gars-là, sans dire qu'il m'a donné la piqûre ou le gars qui m'a appris le plus comme gérant? Ben moi, c'est un mélange de deux gars, en fait. C'est sûr qu'au niveau professionnel, c'est plate à dire, mais c'est pas mal Hal Lanier qui est contre nous aujourd'hui. Pour un petit peu son style, puis le respect qu'il amenait et tout ça. Jumelé à mon coach de collégial, que les gens connaissent tous un petit peu par réputation, là, le gars de Séminole, Lloyd Simmons, là, qui était dans le livre d'Éric Gagné. Là, c'est le même. On a fait un portrait assez dur, d'un gars assez strict. Là. Exactement. Donc, avait ses points forts et ses points faibles, mais j'ai appris énormément de ce gars-là. J'en retire le positif. C'est comme, donc j'essaie un petit peu d'être un juste milieu entre ces deux-là. Jumelé, par exemple, mon coach à l'Université d'Hawaï qui est c'est un petit peu un modèle pour moi de tout ce qui est à ne pas faire. Donc, en quelque sorte, c'est quelqu'un qui m'a influencé également. Puis Al Lanier, tu l'as eu comme gérant à Winnipeg. Oui, pendant 2 ans. Écoute, parce que je l'ai dit, c'est presque le mélange parfait d'ancien joueur des majeurs, ancien gérant des majeurs. C'est un gars qui a touché à tout. Puis tu sais, de la façon dont t'en parles, puis j'imagine qu'il était comme ça il y a 15-20 ans, c'est un gars qui a beaucoup de respect pour ses joueurs, puis c'est un gars qui est très apprécié du premier au dernier joueur, de ce que j'ai pu voir en tout cas à Ottawa dans les dernières années. Absolument, c'est un gagnant. Il saigne pour gagner. Ceci dit, c'est un vieux grincheux. Oui. Quand ça va pas bien, tu comprends qu'il n'est pas heureux après toi, puis c'est correct. Puis il est honnête. Il va te le dire s'il n'est pas content de ce que tu fais, mais en même temps, il est très honnête. Il va être derrière toi, il va t'encourager, il va te féliciter quand ça va bien. Donc c'est un gagnant. Il n'a pas toujours le sourire dans le visage, mais c'est ça. Il est respecté parce qu'il est franc, je pense. Et d'ailleurs, il reviendra pour une autre saison avec les champions d'Ottawa. TJ, un gérant qui a eu de l'influence sur toi? Un mélange Michel Leplante. Oui. I love playing for Michel Leplante. C'est un mentor pour moi encore. Mais avec Michel, c'est un côté, l'autre côté, c'est Doug Simonek. J'ai joué longtemps avec Fargo, avec Doug Simonek. Un autre bougonneux. Ouais, mais c'est deux complètement différentes sortes de gars. Sorte de manager, tout. C'est vraiment different. And, c'est mon 12e season, I'm continuing to figure out which way I get pulled, in my head. Like there's deux voix avec l'épaule, C'est deux gars complètement différents. Là, quand tu parles de Doug Semnick et Michel Laplante. Là, Michel, il gardait l'émotion tout le temps, il est vraiment sage, and Doug, c'est quasiment inverse. Il s'en crisse, he doesn't care about anything. And I've seen him fight on the field, like he does not care. So, c'est deux complètement différents, mais les deux gars qui, vraiment beaucoup le succès, juste de deux façons. Parce que moi, je me rappelle quand Michel a commencé à gérer, Michel, c'était pas un gars qui se fiait aux statistiques. Là. C'était plus le guts là, pour dire, oui, il y a une meilleure moyenne, ou puis amener un releveur dans une situation difficile en disant il a fait longtemps qu'il n'a pas lancé. Je pense que Michel aimait ça, se servir de son guts plus que des chiffres. Comment vous êtes? Êtes-vous des gars qui croyaient beaucoup aux statistiques? Je sais que dans le bureau, ça arrive souvent, quand tu fais les line-up, je sais que tu aimes regarder les statistiques. Quel genre de gérant que tu te considères?
De mon côté, Statistique avancée? beaucoup moins que TJ. Je pense que TJ il est plus que moi, sérieusement. Pas énormément. Un petit peu. Plus pour recruter. Mais je sais pas, j'étais un petit peu entre les deux. Je suis beaucoup guts aussi, tu sais. Je me fais questionner souvent sur des choses comme ça. Pourquoi tel frappeur tôt dans l'ordre offensif, même si c'est pas nécessairement la plus haute moyenne de présence sur les buts, ces choses-là. Donc oui, je regarde beaucoup ça, mais c'est beaucoup guts, c'est beaucoup, on se questionne en tant que coaching staff, en tant que toute personne qui entre dans mon bureau au moment de se poser la question. On aime en parler, tout ça, mais je pense que peut-être une petite affaire plus guts que statistique. TJ, crois-tu beaucoup aux statistiques avancées? Oui, je pense que pour moi, il y a beaucoup comme tu as dit, en recruitment, le joueur. Mais avant le match, je pense que j'ai essayé de faire un petit bullet points, un petit notes avec les stats. Mais dans le match, je pense que tu peux utiliser ça un petit peu, mais bunt, no bunt, des situations comme ça, c'est vraiment le feel d'un match. Je pense que c'est, Joe Girardi, je regarde un match, Joe Girardi est fait juste en fait, toutes les manches, les situations, les résultats, le boum, 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 et juste fait comme ça. Je suis pas comme ça, mais je pense qu'il y a beaucoup de feel dans le match. Dans le match de football, going for it on fourth down. Le analytics, c'est bien plus, go for it tout le temps. Je pense que c'est un mélange un petit peu, mais it has to do with your feel a lot, your confidence in different things. You can't just go on the stats. Au niveau de carrière de gérant, puis je vais commencer avec toi, TJ. Évidemment, tu es américain, tu es un passionné de toutes sortes de sports, mais comme gérant, est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais, à un moment donné, peut-être aller dans le baseball affilié si la porte s'ouvrait? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait? Mais, am I interested in baseball affiliate? Mm-hmm. Non, sérieusement, j'aime ça, le job gérant, director baseball operations dans baseball independent. J'aime la province de Québec. I love living here and working here tout le temps. I've invested in moving here. I love it. And at the same time, si je suis un coach de lanceur ou un gérant dans le Dodgers de Los Angeles, tu fais le report, ton line-up est arrivé pour toi. You don't recruit players. Comme Pat, j'aime ça le deux chapeau. I like to do both. Parce que dans le fond, gérant dans le baseball affilié, c'est un peu comme un joueur. Là. Tu deviens un numéro, tu n'as pas beaucoup de décisions à prendre. Comme joueur, c'est un peu la même chose. Il faut que tu performes. Quand ton équipe gagne ou pas, ça ne change rien. Il faut que tu performes. J'imagine que pour toi, Pat, c'est pas quelque chose qui est attrayant, mais pas du tout. Non, c'est ça. Ben, en fait, il y a deux choses là-dedans. Il y a le côté où l'idée de poursuivre son rêve un petit peu. Fait, comme un joueur, tu te dis, est-ce que je pourrais monter et me rendre dans la Ligue majeure? Ça demeure un petit peu un rêve de tous. Ceci dit, c'est deux travails différents, complètement différents, dans le sens où, dans les mineurs, tu es beaucoup plus un technicien. Tu vas être quelqu'un qui va travailler beaucoup plus un one-on-one, si on veut, avec les gars, essayer de les améliorer au niveau technique et juste point de vue baseball pur et simple. Notre travail, moi et TJ, bien honnêtement, il est beaucoup plus comme directeur général, comme gars qui va bâtir l'équipe, qui va signer les joueurs, que le côté technique avec les joueurs. On passe pas énormément de temps pendant la saison à travailler avec les gars. C'est plus le boulot du coach des frappeurs ou coach des lanceurs, quelque chose comme ça. Donc, c'est un petit peu deux boulots différents. C'est sûr, ce que TJ a dit, je suis à 100% du même avis, dans le sens où ici, on a le pouvoir de un petit peu monter notre équipe, de décider de tout plein de choses, versus dans les mineurs où on a à peu près pas de pouvoir décisionnel. Donc, c'est juste deux travails différents. On aime les deux, on adore les deux, ce qu'on fait ici. C'est sûr que l'autre côté est intriguant quand même. Je dis qu'aujourd'hui, je suis ici. Peut-être que dans 8 ans, je vais me dire ça serait le fun de pousser l'autre rêve, mais on verra. Mais il y a des chances que si dans 15 ans, tu es encore gérant, que ce soit le gérant des Capitales de Québec. Les chances sont bonnes. Oui, absolument.
Comme joueur, j'ai posé la question on avait eu Jonathan Malo, Carl Gélina il y a quelques semaines. Comme joueur, as-tu un moment donné, puis je vais commencer avec toi, Pat, que ce soit l'organisation des Orioles, peu importe dans le baseball indépendant, où la cassure s'est faite, tu t'es dit, j'atteindrai jamais les majeurs. Tu sais qu'à un moment donné, tu deviens réaliste, dire, faut que je pense à ma deuxième carrière. Y a-tu un moment, une année, une saison où tu as dit, je pense que j'y arriverai pas? Oui, c'est même un moment, une journée. Ah oui? J'étais dans les mineurs avec les Orioles. Et puis, c'était quand même relativement tôt dans ma saison. Et puis, j'étais dans mon groupe de pratique au bâton. On est toujours dans le même groupe, si on veut, mais j'étais avec Nick Markakis, qui est encore dans les ligues majeures aujourd'hui, et 2 frappeurs qui ont joué dans les mineurs longtemps, mais qui ne se sont pas rendus non plus, mais des frappeurs de puissance. Et puis, je venais d'avoir une couple de bons matchs, puis une couple de matchs un peu plus difficiles. Et dans ma pratique au bâton, je venais d'avoir une très 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 bonne ronde. À mon avis, j'ai frappé quelques balles très loin l'autre bord de la clôture et tout ça. Puis Nick Markakis s'installe, il me regarde avec un petit sourire, puis il en a sorti quelque chose comme 5 d'affilée du stade. Fait que là, il a rien dit, il m'a regardé avec un petit sourire. On a fait la deuxième ronde, pas la deuxième ronde, mais la ronde suivante. Et puis il a frappé, je pense, 5 balles en plein champ centre, quasiment de l'autre côté du stade. Fait qu'à ce moment-là, j'ai dit, ouais, je pense que même la meilleure journée de ma vie, je serai jamais proche des gars comme ça. Puis c'est ces gars-là qui seront dans la Ligue majeure. Puis, c'est comme le wake-up call pour dire faut quand même que je pense à ce qu'il va y avoir après ma carrière. Parce que là, je sais pas, tu es au niveau A ou peu importe, mais tu fais pas une fortune non plus à ce moment-là. Là. Non, c'est ça. J'étais dans le A fort. Puis je voyais qu'au niveau. J'étais pas mal le plus loin, je pouvais aller où le talent, avec le talent que j'avais. Puis je voyais des gars beaucoup plus talentueux que moi qui avaient à qui donner plus d'opportunités également pour différentes raisons. Donc je voyais que ça sentait déjà la fin. Donc c'est sûr que je voulais, en profiter et 2, commencer à penser un petit peu à qu'est-ce que je fais si ça fonctionne pas. TJ, as-tu un moment dans ta carrière où tu t'es dit j'atteindrai pas les majeurs? Oui, quand j'ai arrivé au Fargo, j'ai parlé un petit peu avec Doug Simonek, le gérant là. Là, ça, c'est après ta carrière dans le baseball affilié. Oui. Après, mais j'ai gardé le rêve encore. J'ai pas sûr exactement mon prochaine étape. Et quand j'ai arrivé là, il m'a dit, après une semaine, il juste dit, hey, toi, tu vas coacher. Je ne sais pas. Il dit, oui, tu vas coacher. Tu vas faire la réunion avec nous un petit peu. Tu vas, he wanted to teach me a little bit behind the curtain, what it was like and stuff like that. And après ça, j'ai juste, oui, I'm going to become a coach. As-tu un deuil à faire? Faut-tu que tu prennes une pause pour dire je mets mon rêve de côté? Est-ce que c'est difficile de se dire j'atteindrai pas mon rêve? Ou tu vas me dire je suis pas au 3A à la porte, c'est pas si pire que ça? Moi, il a été moins difficile à faire parce que, même si j'y croyais moins après ma saison avec les Orioles, j'avais du bon baseball à jouer, je le savais, j'étais en forme, j'avais de très très bonnes saisons. D'ailleurs, pas mal de mes meilleurs étaient derrière ça. Et je voulais profiter de la vie, profiter de ce temps-là. Quand il était devenu le temps d'arrêter complètement puis devenir entraîneur seulement, le timing a simplement été impeccable. J'ai eu ma blessure au genou qui m'a ralenti beaucoup, on a gagné le championnat, j'ai eu l'offre de devenir entraîneur-chef sur le champ pendant l'hiver, tout de suite après notre saison, on a gagné le championnat où je me voyais ralentir. Donc, pour moi, ça a été facile. Puis le fait d'être sur le terrain de baseball à tous les jours, ça facilite le tout aussi. Là. Mais il fallait juste pas que tu prennes des pratiques au bâton. Non, en effet. Pas te donner le goût. Ouais, c'est ça. Parce que j'allais dire, TJ, je me rappelle de tes dernières saisons à Québec, t'es revenu un peu lancer, tu parlais souvent, mais t'es revenu comme lanceur, donner un petit coup de pouce quand il manquait un vétéran. C'est arrivé 1 ou 2 fois. Mais tu sais, c'était pour le pur plaisir, mais c'est quand même difficile d'arrêter comme joueur, là, de dire... Si je peux me permettre pour TJ, avant qu'il l'explique lui-même, pour lui, ça a été beaucoup plus difficile parce que il y a eu une année avec nous, il y a eu des chiffres dominant, très très bon. Il a closé pour nous sa dernière année complète. Il y a eu une très 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 belle année. Donc pendant l'hiver, de prendre cette décision-là de se tasser un petit peu, ça a peut-être dû être plus difficile que moi où j'étais un petit peu plus dans la pente descendante. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que Jonathan Marleau avait eu la même réflexion. Il disait son année de MVP. Il dit le téléphone ne sonne pas pendant l'hiver. Il dit je comprends que j'ai fait ce que j'ai pu. Est-ce que tu as trouvé ça dur de passer de joueur à gérant ou tout simplement d'arrêter de jouer? Est-ce que tu as trouvé ça dur? Pas vraiment difficile. Après le 2012, je suis le coach de lanceur pour Pat et lanceur.
J'ai fait un bon season, mais à la même temps, I had more than one foot in the coach's office. I was focused and Pat, he implicated me very, very much. So I understood what was about to happen that offseason, and we were a better team without me pitching. We had LS5s coming to vets, and it just, c'est un casse-tête, but we were better off with those guys being vets than me. So c'est simple, and at this point, je suis vraiment, je pense moins, c'est difficile, mais c'est juste, je suis vraiment, vraiment into coaching. OK. Je veux te demander, TJ, quand tu as décidé d'aller diriger les Grays de Garden State, est-ce que tu regrettes-tu cette décision-là? Est-ce que c'était une belle expérience? Non, c'est tellement belle expérience. Et j'ai pensé après, parce que les Grays, c'est pour le fin de saison, c'est comme un mois. Ouais, un mois et demi, ouais. Et c'est un tellement difficile, le job. C'est quasiment aucun budget. Le joueur, je paye le joueur $600. C'est vraiment difficile. I was calling players in Arizona and telling them that I couldn't pay for their flight, but if their flight costs $400, I can basically pay you that flight. I can pay you $400. I didn't get a phone call. I'm still waiting on this call back, but so like all the difficulty and like just avant chaque voyage, j'appelle le hôtel, le bus, tout, le laundry, le lavage, tout. C'est vraiment difficile. C'est une tellement belle expérience pour le prochain temps. Je suis un gérant avec mon équipe. Now, I thought that would be the most difficult summer. It was not. But l'été passé is just getting me ready. There's nothing that can happen that I'm not ready for now. Je suis prêt. Puis évidemment, tu le mentionnes, ça n'a pas été une année facile pour les Aigles sur le terrain. Y a-t-il une certaine pression de gagner pour la prochaine saison? Est-ce que la saison 2018, sans dire qu'on vient de dire « Hey TJ, il faut que tu gagnes plus de matchs », mais est-ce que tu sens qu'il y a une pression qu'il faut... Non, c'est sûr, les Aigles, le bureau, le ownership, tout le monde avec les Aigles, they want better results. Mm-hmm. Le partisan, tout le monde. Moi aussi. I'm not doing this to finish in 4th place or 5th place. Like, I want to win, Carlos. Like, I'm not trying to... I'm 100%, 100% essayer de faire une grosse amélioration avec toutes les choses pour l'équipe. Et c'est vraiment, vraiment excitant. C'est fun. Je reviens à toi, Pat, dans 2 secondes. Juste pour ouvrir la porte, Daniel Mateo a été échangé. C'était quand même un joueur populaire. Est-ce qu'il voulait quitter? Y a-t-il une raison derrière ça? Parce que tu as quand même obtenu 3 joueurs en retour qui vont t'aider dès la prochaine saison. Oui. C'est après l'été passé, j'ai fait une grosse évaluation avec toute l'équipe et moi aussi. Et je pense que la chose plus importante que j'ai compris, c'est je suis pas vraiment fort à faire une connexion avec tous les joueurs, toutes les sortes de joueurs. Donc, c'est vraiment important pour moi et l'équipe. J'ai essayé de faire une équipe pleine de joueurs que j'ai pu faire une connexion avec. C'est juste une sorte de joueur avec le même mentalité, le même objectif que moi. Je suis pas de... I have less experience than Pat, so I'm not used to changing mon façon pour chaque joueur. Je suis pas un coach custom. So I have to... part of the process was finding a way to make the team more responsive to me. Okay. C'est intéressant ce que tu dis, puis je m'adresse à toi, Pat, parce que DJ parlait de connexion avec les joueurs. On dit souvent qu'il faut que tu aies un tiers des joueurs de ton côté, un tiers des joueurs qui vont moins t'aimer, mais c'est le tiers qui te reste qu'il faut que tu gardes heureux pour avoir à peu près au moins la moitié du monde de ton côté. Tu y crois-tu ou peut-être que ça s'applique plus au hockey ou à d'autres sports? J'y crois. Peut-être qu'en effet,
ça peut s'appliquer peut-être un petit peu plus dans des sports plus émotifs, comme le hockey. Moi, de mon côté, je crois beaucoup en mon leadership, dans le sens où c'est important que les gars me suivent, qu'ils croient un petit peu au message qu'on envoie, mais surtout d'avoir mes 2-3 gars les plus forts dans la chambre qui se sentent à 100% derrière toi puis qui veulent un petit peu là, partager les mêmes messages si on veut. Donc c'est sûr que je parle de ça puis je pense à Jordan Lennerton qui était le meilleur leader. Ce sera pas facile à remplacer. Là. Puis là, je parle pas de chiffres. Là. Non, je parle exactement de ce dont tu parles, de leadership. Là. Il va être impossible à remplacer. Ouais. J'en ai eu un, Jordan Lennerton. Donc ce gars-là était le leader dans la chambre incontesté. Les gars le respectaient par-dessus tout. Donc d'avoir un gars comme ça qui fait les bonnes choses, qui a les bonnes valeurs, qui saigne pour l'équipe à tous les points de vue, là, autant au niveau philosophique que sur le terrain, ça vaut de l'or. Donc je pousse fort pour trouver ces gars-là, pour les garder heureux. Ça facilite beaucoup ton leadership à toi par la suite. Il faut juste expliquer aux gens, c'est que Jordan Lennerton, c'est pas un gars qui parle fort. Là. Quand il est dans le bureau du coach puis il s'exprime, des fois, il faut tout baisser le ton parce qu'on comprendra pas. Quand tu parles de leadership, ça s'apprend pas. On dirait que tu as ça en toi, puis c'est le plus bel exemple de gars qui avait pas d'affaire à lever le ton pour dire aux autres que ça faisait pas son affaire ou que c'était le temps de le suivre. Là. Exact, puis il était pas toujours gentil. Là. C'est le cas classique de tough love, qu'on appelle. Donc, quand il brassait un kid, il donnait du tough love, il faire comprendre c'est quoi être un professionnel, parce que ça, c'était le joueur professionnel que j'ai rencontré. A great example, like Jordan Lennerton, quand la Capitale gagne 5 championships consécutifs, c'est le champ de joueurs, c'est plein de gars comme ça. C'est moitié de l'équipe, c'est québécois, l'attitude hockey canadienne. The Americans were Godfrey Townsend and me. Like it was stocked full of guys like this. That's how you win 5 championships in a row. Le perfect fit qu'il appelle ou presque. Ouais, exactement. Je veux parler un petit peu des Cubains, mais juste avant, il y a bien des gens qui nous demandent souvent prochain joueur de la Ligue Can-Am, je veux dire des capitales à atteindre le baseball majeur. Qui ce sera? On a vu d'ailleurs Andrew Albers qui est retourné dans les majeurs cette année, puis il y a eu quelques belles histoires. Puis là, on regarde les noms, puis celui qui revient le plus souvent, puis je veux que vous me confirmez, vous l'avez connu les deux, Carl Ringnauld, qui est dans l'organisation des Mets. Est-ce que vous pensez que c'est le prochain à atteindre le baseball majeur? Mais c'est indéniablement le plus proche. Il y a eu des saisons fantastiques depuis pas son retour, parce qu'il n'avait jamais signé affilié avant, mais depuis qu'il a signé affilié. Honnêtement, personne on l'avait vu venir celle-là, parce que quand il a quitté, c'était pas un joueur complètement dominant avec nous. Il y a quelque chose qui s'est passé là-bas. Il y a une espèce d'entraîneur qui l'a pris sous son aile. Qui a cru en lui. Là. Oui, puis qui lui a montré quelques petits trucs. Puis soudainement, sa vélocité a augmenté. Je sais pas si c'est plus mis en forme, parce que c'était pas un gars qui se tenait énormément en forme. Puis il y a toujours un petit peu des problèmes de bras. Donc, savoir ses statistiques, il a lancé 2A, 3A, il a lancé dans la Ligue de l'Arizona, il y a des chiffres complètement dominants. Donc, sur papier, on n'a pas le choix de dire qu'il s'il n'y a pas une chance dès l'an prochain à se rendre dans les Ligues majeures, il y a un problème. Ouais, puis dans le cas de Ringnauld, c'est que parfois, il y a certains soirs où il était erratique, il était wild, là, que tu disais, il y a du stuff, il y a un petit flash, puis à un moment donné, ça allait moins bien. Là. Ouais, un autre avantage pour Ringnauld, c'est un lanceur gaucher comme Albers. Et pour lance dans lanceur relève, lefty specialist peut-être. Il fait les 3-4 different opportunities. C'est intéressant. Et puis dans le fond, ce que je comprends, c'est qu'on forme des lanceurs gauchers. Là. Becker, Albers, Ringnauld, Mills. Mais c'est une denrée rare. C'est ça. Puis surtout dans nos ligues, un gars qui revient, qui lance un peu fort, qui a un physique impressionnant, il va être regardé énormément. Puis ça a donné aussi que ces gars-là ont eu un succès et 2 ont été placés dans des rôles plus sexy un petit peu pour le baseball affilié. C'est sûr que pour un closer, ça va être beaucoup plus facile d'attirer l'attention que pour un gars de 7e manche, si on veut. Tu sais. Je veux qu'on parle un petit peu des Cubains. Puis je veux commencer avec toi, TJ. Évidemment, l'expérience a été un petit peu moins concluante cette année avec Martinez, Ayala, Laera. Je pense qu'Ayala a probablement été celui qui t'a aidé le plus comme joueur. C'était pas un grand joueur défensif, mais c'était un bon frappeur. Comment tu as trouvé ton expérience avec des gars peut-être qui performaient un peu moins que prévu? Est-ce que ça a été difficile?
Oui, c'est tellement, tellement difficile pour nous avec les Cubains cette année parce que c'est juste, c'est difficile juste, c'est un problème avec la communication ou peut-être pas la communication. C'est quoi le... Parce que souvent, je suis pas capable... j'ai essayé pour les ajustements certains, spécifiques, et ça marche pas. Donc, je suis un peu dessous avec les situations tout le temps. Puis dans le cas de Julio Martinez, on n'en parlera pas longtemps, mais il a quitté. Vous autres, vous avez fait votre part, je pense que vous en doutez pas du tout, mais à un moment donné, je veux dire, tu dis, j'ai essayé de le rendre heureux, de faire un meilleur joueur de baseball avec lui, mais il a décidé, je pense que peu importe ce qui serait arrivé, il serait probablement sauvé quand même. Oui, c'est une situation spéciale parce que avec le 3-4 saisons avec les Cubains, avec les Capitals, c'est aucun joueur fait comme ça. C'est ça. Excuse-moi, je veux juste demander, c'était-tu un kid, Martin? C'était-tu un jeune qui était dur à contrôler? C'était-tu un gars qui avait du caractère, qui était je dirais pas déplaisant? Là, mais... Je pense que il fait pas beaucoup l'expérience de baseball. Okay. Et c'est un bon skills de baseball, mais si quelque chose, si c'est une petite chose négative, c'est fini. OK. So, il est jeune. Il est vraiment jeune. Ouais. C'est 22 ans, peut-être juste un petit peu moins mature que les autres gars. Mais dans mon expérience, c'est le surprise négative, c'est ça. Okay. Dans le skills, c'est vraiment impressionnant. Et plus vite joueur dans le KNM l'année passée, vraiment vite, fait plus le pop que tu penses. C'est beaucoup de potentiel dans la défense, mais c'est vraiment jeune dans le carrière, dans la vie. Je pense que, en fait, pas je pense, Martinez était le premier joueur cubain dans notre ligue de moins de 28 ans. Donc, je pense que les Cubains ont essayé quelque chose en nous envoyant un jeune pour voir s'il allait demeurer avec ses grands frères, si on veut. Nous, non, il n'y a pas personne qui a quitté, mais c'est tous des hommes qui ont début trentaine, qui ont une famille à Cuba, qui n'ont pas nécessairement le désir ou l'avantage à se sauver puis aller tenter leur expérience et tout laisser ça derrière. Donc, de ce côté-là, c'était le petit gamble, si on veut, que soit les Cubains, soit Trois-Rivières ont pris. Et effectivement, ça a été nos craintes sont avérées justes. Parce que là, les statuts vont changer pour les Cubains qui arrivaient LS2 seront maintenant des LS4. Est-ce que tu es surpris? Est-ce que tu es déçu ou tu disais à un moment donné ça allait certainement arriver, surtout avec ce que tes 3 Cubains t'ont donné cette année? Est-ce que tu t'y attendais à ça? Je m'y attendais un petit peu, effectivement, à cause de cette année, où on a... C'est très, très difficile de recruter dans leur ligue parce que on peut pas la comparer à rien. Il y a des jeunes de 16 ans qui jouent, il y a des vieux de 47 ans qui jouent dans la même ligue. Elle est très diluée pour toutes les raisons que l'on connaît. Donc, c'est difficile de savoir est-ce que Lahara va être bon dans notre ligue, est-ce que Yurisbel Gracial va être bon, il va être un joueur complètement ordinaire, t'sais. Donc, c'est sûr qu'on commence à comprendre un petit peu plus les calibres, mais on ne saura jamais avec certitude quel va fonctionner. Maintenant, l'an passé, pour la première année, nos 3 Cubains ont été excellents à tous les niveaux. Ils sont une grosse partie, une grosse raison pour laquelle on a gagné le championnat. Donc, on s'attendait un petit peu à ce que la Ligue, les différentes équipes, pas se plaignent, mais parlent un petit peu pendant les meetings de Ligue pour savoir y a-t-il quelque chose qu'on peut changer dans ces règlements-là. Et surtout avec le fait que les Américains n'ont pas le droit, ils ne peuvent pas avoir des joueurs cubains, donc ça donne un avantage net aux équipes canadiennes. OK. Mais, tu sais, puis TJ disait que ça a été un peu plus négatif son aventure, mais toi, les Cubains, peu importe le changement de statut, tu es encore intéressant d'en avoir 2 ou 3 qui vont venir t'aider. Absolument, surtout avec la relation qu'on a développée avec et le gouvernement et les joueurs qu'on a eu au fil des ans. Surtout l'an passé, on a eu une année tellement spéciale, les Capitals. On dirait que l'équipe a été une famille du début à la fin. Les Gracial, les Blanco, Mandoulé, c'est tellement des perles d'êtres humains, en plus d'être des athlètes incroyables. Donc
si on est capable de revoir ces gars-là, un de ces gars-là, les trois, on va tout faire pour le refaire. OK. Au niveau du calendrier, TJ, si je te demandais pour ton équipe ou pour la Ligue, est-ce que tu préfères affronter les équipes de l'Association américaine ou revivre les expériences internationales, que ce soit Cuba, République dominicaine, comme gérant, puis pour la qualité du spectacle, qu'est-ce que tu préfères? Ben, pour juste le baseball, Ouais. je pense que c'est l'avantage avec les deux. Je pense que le meilleur spectacle, c'est avec une équipe internationale. Une équipe asiatique, avec les gains orange, de mécanique bizarre, toutes les choses comme ça, c'est fun. Mais, pour les Jackals de New Jersey, peut-être c'est pas une grosse chose, c'est le Gold Eyes de Winnipeg aller là. C'est différent pour le deux market dans les États-Unis et dans le Canada. Mais pour nous, je pense que le deux fait les différentes sortes d'avantages ou désavantages. J'aime ça. J'ai beaucoup de relationship avec les gars dans l'American Association. Donc, j'aime ça. Mais en même temps, c'est vraiment intéressant. C'est pour essayer les autres pays pour le club international. Je suis content avec les deux options. OK. Ouais. C'est juste pas si c'est les options, c'est une équipe de traveling team ou une équipe de n'importe quoi. Le choix est facile à faire. Ouais. Le choix est facile. Pat, t'aurais-tu une préférence entre les deux? Non, c'est une question tough, pas mal. Les deux amènent des choses intrigantes. On aime se comparer à l'association américaine. On aime découvrir ces marchés-là. C'est sûr que depuis quelques années, d'avoir une équipe internationale tripante, c'est une chose. Le meilleur des fits, ça a été quand on a eu les Japonais d'un côté, avec tout, comme TJ le mentionnait, tout ce qu'ils apportaient. L'équipe nationale cubaine, qui est tellement quelque chose de rare et précieux d'apprendre à voir ça. Donc, je ne sais pas quel côté ça s'en va dans le futur, mais je pense que pour les partisans, c'est peut-être plus excitant, plus nouveau d'affronter des équipes internationales. Mais il faut juste que les équipes soient un petit peu plus compétitives pour pas revivre ce qu'on a vécu, entre autres, avec la République dominicaine l'an passé. Non, exactement. Puis, tu sais, si ça devient pas sérieux, ça devient trop facile, ça met en péril la Ligue un petit peu. Là. Ça falsifie les statistiques. C'est quand même la job des gars. Donc, c'est un peu tout ça qui rend ça quand même dangereux. Puis on parlait de l'association américaine. Quand tu recrutes un joueur qui a joué dans cette ligue-là, c'est à peu près le même calibre. Ouais. Est-ce que vous êtes capable de vendre les voyages, dans le sens où la Ligue Can-Am, c'est pas compliqué, les voyages. Là. Vous avez joué les deux dans l'association américaine, des balades d'autobus de 24 heures puis des très longs voyages. C'est un peu différent. Est-ce que ça aide à recruter des joueurs, le calendrier de la Ligue Can-Am? Je crois que oui. Il y a tellement des points pour, des points contre. Évidemment, la faiblesse de la Can-Am, c'est qu'on a 6 marchés. Il y a 6 équipes versus, ils sont rendus 18 de l'autre côté. Donc, ce côté-là est plus le fun, évidemment, dans l'association américaine. Mais comme tu l'as mentionné, le voyage à Winnipeg, au sud du Texas, il est rough un petit peu pour le dos. Enfin. But we would never use some negative stuff in recruiting. We would never. Jamais. Mais c'est une très belle ligue, l'association américaine. Ouais. Cela étant dit, comme tu dis, je pense que le Texas était un peu ce qui rendait la ligue difficile au niveau du voyagement. Puis il y a des joueurs qui en avaient parlé en disant on y va. C'est quoi, c'était une fois que vous y alliez à l'époque au Texas? C'était un voyage là-bas, pas plus dans l'année? Non, juste un, ouais. C'est déjà assez complexe. Là. Ah, c'est complexe. Puis les joueurs sont déjà fatigués. Tu joues 100 matchs, tu es toujours un petit peu fatigué. Donc tu rajoutes ce voyage-là à des centaines et des centaines de kilomètres de plus, ça tombe dans le corps, donc c'est difficile. L'expérience, l'association américaine, TJ, tu as joué plusieurs années, ça reste une très très belle ligue indépendante. C'est probablement la plus belle ligue. Tu vas me dire la Ligue Atlantique est plus forte, mais je pense que l'association américaine présentement est peut-être la ligue indépendante la plus en santé qu'il y a dans le baseball indépendant en Amérique du Nord. C'est la crisis économique dans 2008, 2010. Ça affecte beaucoup le Northeast. Pas beaucoup le Midwest. Le Midwest, c'est pas un gros effet avec le real estate, avec le market de Chicago, St. Louis, Kansas City, tout, c'est correct. C'est pas un gros effet. Mais nous, avec le Can-Am,
On fait, 5 équipes dans l'area Boston. Boom, 5 équipes de l'area Boston, fini. Et c'est une grosse crisis. C'est recommencer, c'est bien mieux, mais en même temps, c'est OK. Do we go back to the same markets that we pulled out of and there was problems? Brockton, Worcester. Exactement. And they're all those places have teams. They're just on the league collegiale and stuff like that. The overhead for a team like this is, it's a quarter of the price of the Can-Am team. J'espère juste que Petitfield ne reviendra pas. Pat, comme père de famille, tu sais, quand on s'est connu comme gérant, t'étais peut-être pas célibataire, mais t'avais pas d'enfant. Tu trouves tout ça plus dur, tu sais, parce que t'as 2 enfants en bas âge, partir des fois une semaine, 10 jours sur la route, est-ce que tu trouves ça dur? C'est certain, c'est un ajustement. Tu sais, encore là, il y a des pour et des contre. Plutôt que quand j'avais fin vingtaine où j'allais sur la route puis je faisais la fête peut-être un petit peu plus. Maintenant, je vais sur la route pour dormir et reprendre les heures dont j'ai besoin. Mais c'est ça, il y a le côté de tu quittes puis tu t'ennuies beaucoup plus rapidement. T'as hâte de voir tes enfants. Donc, ce bout-là est tough. Mais on part jamais très longtemps. Et puis, comme je mentionnais, ça me permet de me reposer un petit peu avant de revenir en forme. Puis même les après-matchs à Québec doivent être moins longs qu'auparavant, là. Peut-être 2-3 bières de moins, là. Il pourrait être moins long encore. Donc, j'ai tendance à coller, même si je sais que je vais me lever le matin. TJ, ça ressemble à quoi, toi, ta routine comme gérant à Trois-Rivières? Parce que tu restes à Québec, mais tu es le gérant à Trois-Rivières. C'est que t'es le genre de gérant qui va passer beaucoup de temps au stade avant les matchs, après les matchs. Quel genre de gérant que tu es? Oui, parce que j'ai aucune famille comme Pat. Donc, j'ai une règle, c'est on a le doux, mon coach assistant besoin de rester avec moi. Okay. Because nobody wants to be looking at themselves in the mirror drinking beer at midnight. Mais pour moi, 1er mai, je suis tout en Trois-Rivières. Je suis en Trois-Rivières beaucoup dans le printemps, beaucoup maintenant aussi, aller-retour, mais comme 1er mai, je suis à déménager. Oui. I move in completely and je suis là tout le temps. OK. Puis tu parlais justement de passer du temps au stade. Matthew Rush était ton instructeur des lanceurs, puis je pense que c'est un bon ami qui est encore aussi un bon ami à toi, mais c'est presque le partenaire parfait dans le crime. C'est un bon vivant, un bon joueur de baseball, puis écoute, il n'y a pas de gars plus agréable à avoir comme assistant-entraîneur. Ben oui, c'est un fit parfait pour moi parce que je suis un ancien lanceur, ancien coach de lanceur, donc j'ai communiqué beaucoup avec lui exactement que je veux. À le même temps, il fait un autre style aussi, c'est ensemble beaucoup. Il fait beaucoup d'expérience en Trois-Rivières. C'est quasiment notre seul link pour les partisans. He's been there the longest. So he's a perfect fit for us right now. Yeah. Je veux qu'on parle un petit peu de Shohei Ohtani. Rapidement, juste pour le bien des téléspectateurs, des gens qui nous regardent. Shohei Ohtani est un joueur japonais de 23 ans, signe avec les Angels. Ça a fait toute une histoire, là. Les Angels semblent un peu hésitants à savoir si on va le faire jouer comme voltigeur. Vous en pensez quoi de ça? Parce qu'on se disait hors des ondes que je pense qu'il y a des gens qui croient que dans le monde du baseball, il y en a plusieurs qui pourraient le faire, puis qu'à un moment donné, on leur demande de faire un choix. Tu vas être un lanceur, tu vas être un joueur de position. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que Ohtani puisse jouer aux 2 positions et avoir du succès dans les 2 positions? Elle est très difficile, en effet. Puis, effectivement, on peut se questionner sur beaucoup de lanceurs dans l'histoire qui auraient peut-être pu faire les 2. Madison Bumgarner, par exemple. C'est le plus bel exemple. Si on lui donne 500 de battes dans une année, est-ce qu'il va... Il va frapper 30 circuits, moi, je pense. Peut-être. Donc, c'est une chose. Je pensais qu'il lui avait un petit peu promis en signant là qu'il allait lui donner l'opportunité de faire les 2. Je pense que de ce qui peut lui nuire, c'est que je pense que le côté lanceur est beaucoup plus attrayant, donc le focus va peut-être être plus de ce côté-là. Mais moi, j'y crois. Je pense que peut-être pas voltigeur parce que c'est tellement taxant déjà que s'il peut avoir des journées plus de frappeurs désignés entre ses départs.
Ça risque, mais ça va être très, très fascinant à suivre comme développement. Moi, en tant que fan de baseball, j'ai tellement hâte de voir ce qui va se passer, comment il va performer. C'est encore un jeune athlète. Et puis, tout ce qu'il a fait au fil des dernières années à un jeune âge là-bas, c'est très impressionnant. Toi, TJ, c'est vraiment intéressant si les Angels de Los Angeles va americanize lui ou va changer plus japonais avec le méthode, parce que dans le Japon, il lance une fois par semaine. C'est une rotation 6-man rotation. Et il jouait, il fait DH quasiment. Lancer, congé, frappe, congé. So, s'il fait la même chose comme ça, ou il va essayer, plus American, je ne sais pas. Je pense que c'est quasiment aucune chance il va faire, dans la 5-man rotation, et il va frapper le Outcat. Je pense pas. Mais en même temps, je ne sais pas. Parce que dans les Big Leagues, dans la fin de série, le lanceur partant la prochaine journée est parti. He's gone already. A lot of stuff like this. And en même temps, he's never fait beaucoup la bat. Non. In Japan, they guarded his innings and his at-bats a lot. So, I don't know. It's la chose plus intéressante dans Big Leagues l'année prochaine, c'est sûr. Est-ce que ça pourrait être intéressant à un moment donné, un joueur qui t'offrirait de faire les deux? Est-ce que c'est déjà arrivé ou est-ce que ça pourrait t'intéresser? Parce que dans un alignement à 22 joueurs, ce serait le scénario parfait dans la Ligue canadienne. Non, exactement. Pour nous, ça serait extrêmement intéressant. On avait déjà essayé en recrutant des fois. J'avais essayé de pousser la note, de voir si un gars serait intéressant à faire les deux, parce que souvent, quand on voit dans les statistiques dans leur carrière dans la Ligue mineure, il y a un joueur qui a été transformé en lanceur, par exemple, à la fin de sa carrière. Adam Lowen, par exemple, qui a fait les deux dans les Ligues majeures à 2 reprises. T'sais. Fait que oui, absolument, ça pourrait nous aider. C'est juste que des gars capables de faire ça, il n'y en a pas des tonnes. Puis d'arriver à ce niveau-là, de faire les deux, ça serait très impressionnant. Mais moi, j'ai toujours été très ouvert d'esprit à ce niveau-là. On avait eu Jeremy Hunt, qui avait fait un petit peu les deux. C'est juste qu'il y avait... il était moyen dans les deux. Puis il y avait... That's it. Ouais. Mais avec les Jackals de New Jersey, je suis sûr Johnny Bladel peut faire les deux. OK. Ouais, je suis sûr il peut faire les deux. Mais c'est juste le risque... tu payes lui pour le battre. Ouais. Si blessé, exactement. C'est un risque, mais il peut faire ça. Et c'est un bon lanceur. Mais c'est super intéressant pour nous. Mais c'est OK. Le Rick Ankiel, il fait il fait ça, et then finit en bat. Lowen, il fait. Mais c'est aucune personne fait les deux en même temps. C'est zéro, c'est aucun. Ce serait intéressant de voir les chiffres que Ohtani va mettre au tableau, là, mais je peux dire pour avoir parlé à plusieurs personnes que personne n'a les mêmes prévisions, parce que c'est tellement difficile de savoir combien de présence il va avoir, mais ça risque d'être assez bon pour le spectacle, à tout de moins. On est au cours de l'hiver, là, le recrutement a commencé pour vous, pour la Ligue Canam. Pour, évidemment, tu disais tantôt, Pat, un gars comme Sikula va revenir. Vous avez déjà une idée de votre base qui va revenir. À ce stade-ci, y a-t-il du travail à faire ou tant et aussi longtemps que les camps d'entraînement sont pas commencés, c'est presque le calme plat? Moi, honnêtement, là, avant de faire quoi que ce soit, j'attends début mai à peu près. Honnêtement, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas une tonne de choses qui arrivent. T'sais, souvent, les gens attendent justement les winter meetings pour différentes raisons. S'il y a quelques bons agents libres, ils attendent ces rencontres-là pour voir s'ils vont avoir des offres potentiellement pour retourner dans l'affilié. Donc, souvent, les joueurs de haut calibre qui sont agents libres à ce moment, ils veulent attendre également.
De mon côté, je suis toujours beaucoup plus agressif après les fêtes. Okay. Entre autres parce que les joueurs ils ont une meilleure idée s'ils veulent rejouer cette année ou où ils vont se situer. On est beaucoup plus proche des camps d'entraînement de l'année suivante. Donc le rêve ou l'espoir de signer avec quelqu'un pour aller au camp d'entraînement est pas mal terminé dans certains cas. Donc là, on peut se permettre d'être plus agressif. Okay. Mais c'est quelques joueurs par-ci par-là. L'action, on le sait tous, que c'est quand les camps d'entraînement commencent au mois de mars, les libérations fin mars, là, c'est le free-for-all, c'est tout le monde se bat. Un bon joueur libéré a 40 appels d'équipes indépendantes et tout ça. Donc à ce moment-là, c'est la guerre, mais en ce moment, c'est plus relax. OK. Puis de ton côté, t'es juste un peu la même chose? C'est More or less, oui, mais mon rénovation, c'est un petit peu plus large. Sérieusement, c'est le base. J'ai changé le base. Donc, je suis un petit peu plus actif, mais c'est souvent cette année, comme Pat, maintenant, comme Pat dit, beaucoup de gars attendent pour le winter meeting. So, we all wait for the winter meetings then. Et puis c'est intéressant parce que, bon, évidemment, la dernière saison était différente pour vous deux, mais sur 22 joueurs que tu avais à la fin de la saison, tu t'attends d'en revoir combien pour la nouvelle saison? Parce que tu parles de reconstruction ou moins que moitié. Moins que la moitié, peut-être une dizaine au maximum, dans le fond? Ouais, probablement. OK. Pat, c'est-tu un peu... parce que, évidemment, tu as parlé de Leonardton qui prend sa retraite, toutes sortes de cas différents. Tu t'attends à revoir combien de cette équipe-là? Mais c'est ça, j'étais un peu encore en attente de certains, mais d'après moi, définitivement plus que la moitié. OK. 13-14 peut-être. T'sais. L'an passé, ça a été complètement différent. J'avais été un peu comme TJ déçu de mon année précédente, donc on avait fait un gros ménage. J'avais ramené 10 nouveaux lanceurs sur 11. Mm-hmm. Cette année, j'aimerais tous les ramener parce qu'ils ont eu du succès. Donc peut-être 13-14 parce qu'on a qui partent, on a qui signent à l'affilié, il y en a qu'on ramène pas pour différentes raisons. Puis un gars comme Becker qui signe après la saison, c'est-tu bon pour motiver les joueurs à les ramener en disant regarde, ça existe des gars qui retournent dans le baseball affilié, c'est-tu bon ou pas? C'est très très bon. C'est très bon parce que si Nolan Becker, après la saison qu'il a eue, avec tout ce qu'il est, n'a pas une deuxième chance au baseball affilié, c'est pour qui le baseball indépendant pour les joueurs? T'sais? Il y avait exactement tout ce qu'un joueur a besoin de faire pour retourner. S'il n'y avait pas eu d'opportunité, honnêtement, j'aurais pas su quoi dire à mes gars lorsque je fais un appel de recrutement. OK. Quand on regarde le portrait de ce qui s'en vient, TJ, si j'avais à te demander, tu as besoin d'un joueur pour... Tu veux commencer ta reconstruction avec un joueur, qu'est-ce que tu as besoin le plus? C'est-tu un lanceur partant numéro 1? C'est-tu un joueur de position? C'est-tu un bon joueur d'arrêt-court? Qu'est-ce qui te manque? Le plus chose importante, c'est un gars avec le même mentality que j'ai en réflexion de l'équipe, je pense. Un bon leader. N'importe quelle position, c'est un bon leader. Mais idéalement, je pense que c'est catcher, c'est la chose plus importante. Est-ce que Carl LaFrance a l'intention de jouer encore? Ben, toute l'équipe, c'est dans l'évaluation. OK, ça va aller. OK, parfait. Puis quand on fait du recrutement comme ça avec des chiffres à la base, est-ce que vous avez toujours besoin d'une confirmation que le joueur que vous allez acquérir est sans dire une bonne personne, mais à tout le moins n'est pas un poison? Tu sais, TJ, tu as parlé tantôt de quelqu'un qui a joué dans l'organisation, connaît toujours. Est-ce que c'est une obligation que tu connaisses, que quelqu'un le connaisse pour te dire que ce gars-là va fitter dans ton vestiaire? Dans mon cas, pendant la saison morte, absolument. Okay. Non seulement on veut savoir si c'est quelqu'un que tous les gars dans la chambre vont détester puis qui va former des clics, mais aussi si c'est un gamer. C'est un gars qui, en situation de match, il va se battre ou il va abandonner, puis quand il va jouer quand ça y tente. C'est deux facteurs extrêmement importants, à mon avis, pour en bout de ligne avoir une équipe championne. Mais en saison régulière, ça peut être différent parce que c'est plus difficile? Parce que les joueurs sont disponibles sont beaucoup plus rares. Ouais. Parce que ton besoin est tellement précis qu'à un moment donné, des fois, selon ce qui est disponible, tu peux pas capable de trouver quelqu'un que quelqu'un d'autre connaît ou qui satisfait tous les critères. Okay. Et est-ce que les joueurs sont toujours honnêtes, tu penses, avec toi? Est-ce que les joueurs, des fois, vont dire que leurs amis sont meilleurs qu'ils sont en réalité ou que un joueur qui est peut-être la même position que moi est peut-être pas si bon que ça? Ça existe-tu? Ouais. Cette jalousie-là au baseball affilié est fréquente, extrêmement fréquente. Ça en est maladif. Hein.
Complètement. Vraiment, puis c'est quelque chose qui m'avait écœuré un petit peu quand je jouais là-dedans. Ceci dit, on est tellement un nombre... On a juste 22 joueurs dans notre alignement, donc cette jalousie-là n'existe pas vraiment parce que je ne demanderai jamais mon arrêt-court comment est cet arrêt-court-là, parce que je n'irai pas chercher un autre arrêt-court. C'est sûr que les gars vont pousser pour leur chum un petit peu plus, puis c'est normal, c'est la nature humaine, mais en bout de ligne, on est dans le même patente, dans le même bateau que les gars veulent un gars qui va les aider à gagner. OK. TJ, je pense que c'est un peu la même chose. Tu as parlé de mentalité. À talent égal, et le choix est facile. Ça va toujours être le gars qui va mieux s'intégrer au groupe. Oui, exactement. Et c'est, ça dépend aussi ton groupe dans la chambre. Si tu as 3-4 bons alpha, c'est correct si c'est un gars, c'est a question mark. Mais si tu n'es pas sûr avec ton chambre, la chance, c'est un cancer pour spread. C'est bien. It can happen a lot easier. So you have to have a good feel of exactly what your chambre de joueur, c'est comme ça. OK. Je termine, il nous reste quelques instants. On regarde l'hiver. Vous êtes dans le baseball, vous êtes dans le sport-études. Y a-t-il un moment donné que vous prenez une pause complètement pour dire il faut que je décroche du baseball, que j'ai pas un bâton, une balle, ou pas du tout, ça vous dérange pas de faire ça 11 ou 12 mois par année? Je pense pour ce qu'on fait, pour qui on est, on y pense pas mal tout le temps 12 mois sur 12. OK. Parce que c'est tout le temps là, il y a tout le temps... tu penses à tes joueurs, tu penses à différentes patentes que tu préfères différemment. C'est sûr que moi, après la saison, surtout cette année, il me manque des bouts. Là. On dirait que les quelques semaines après notre dernier match sont plus flous. Mais j'essaie de partir un petit quelques jours par-ci par-là pour faire complètement autre chose, pour décompresser un peu. OK. TJ? Juste une semaine. Une semaine decompression. Commencer. À ce point-là. Puis tu t'arrêtes une fois de temps en temps pour regarder le football. Puis, That's it. Just got the football for une semaine and ready to go. Messieurs, merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast. Patrice Calabrini des Capitales, TJ Stanton des Aigles de Trois-Rivières. Merci à tout le monde d'avoir été là pour ce 5e podcast Derrière le marbre et on se reparle très bientôt. Merci aux gens du Pop de l'Université Laval de nous avoir accueillis. Merci.